Voilà. Alors, avant de vous donner la parole, parce que vous allez avoir un petit PowerPoint, voilà, sur le côté, là, ce que tout le monde voit bien, où vous allez avoir vraiment des explications très intéressantes parce que chiffrées, et je pense qu'en l'occasion, c'est vraiment intéressant de voir comment il y a eu une évolution par rapport à cet outil qu'est le témoignage. C'est peu l'équivalent en termes d'analyse, c'est vraiment spectral, très détaillé. Voilà. Je voudrais vous dire, après, je voudrais évoquer un témoin que j'ai pris totalement au hasard, qui s'est avéré quelqu'un d'extraordinaire, si vous voulez bien. Ok? On fait ça? Alors voilà, je vais laisser donc la parole à M. Brouillet, qui va donc vous expliquer la façon dont le travail a été réalisé et aussi vous informer plus avant sur l'outil du témoignage en tant que tel. Donc après, merci beaucoup de votre présence. Après avoir, merci Christine Defoy m'avoir donné l'occasion d'ouvrir en effet ce cycle de conférences autour de 14-18, j'en viens directement au sujet. En effet, de quoi parlons-nous? C'est un petit peu une introduction tout à fait bateau sur l'ensemble de ces choses. De quoi parlons-nous également, exactement? Et il m'a paru important de rappeler la volumisation de la littérature sur la guerre de 14-18. Alors, bien entendu, je m'en excuse d'emblée, ce n'est pas une analyse des témoignages de la littérature belge, c'est une analyse des témoignages rapportés sous le prisme français, mais ça donne quand même quelques échelles de comparaison intéressantes. Et donc, qu'est-ce que le phénomène éditorial, avant d'approcher la loupe sur le phénomène témoignage? Et bien voici en effet un graphique, j'espère que vous le voyez bien, qui vient amener en une seule image les différentes phases de la production littéraire, donc publiée, papier, autour de la Première Guerre mondiale. Et très immédiatement, on en voit 4 phases qui ressortent immédiatement de la lecture de ce graphique. Le premier, en termes de volumisation, la plus importante, c'est les 4 premières années de cours, il s'agit des 4 années de conflit elles-mêmes, où toutes catégories confondues, on a approximativement 900 livres publiés par an qui ont pour sujet principal, très largement secondaire, la guerre de 14. La guerre de 14 s'arrêtant en 1918, eh bien cette courbe, vous le voyez, redescend immédiatement pour s'arrêter à un seuil qui est donc approximativement de 300 ouvrages de moyenne pour la période qui va de 1919 à 1934. On est donc dans cette partie de la courbe. Et puis, ça décroît tout doucement de 34 à 39, et 1939 indique bien dans l'histoire, eh bien, la mort de l'intérêt testimonial et de l'intérêt de la production pour la Première Guerre mondiale, parce qu'en effet, dans le phénomène éditorial, la Deuxième Guerre mondiale vient complètement masquer, remplacer toute cette littérature liée au conflit. Et donc, cette extinction, à partir de 1939, eh ben, elle va finalement être tout à fait durable, puisqu'elle va durer jusqu'en 1994, et même en fait en 1998, date du 80e anniversaire de l'armistice de 1914, mis à part un tout petit pic que vous pouvez voir en 1964 pour le cinquantenaire, où on a juste une toute petite remontée de la publication, mais c'est pas énorme, hein, on n'arrive même pas à 100 dans l'année, et ça retombe jusqu'en 1998. Et là, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de ce graphique, eh bien, depuis 1998 et jusqu'à aujourd'hui, je vous demande d'oublier les derniers chiffres 2012, 2013 et 2014 qui sont bas, mais ils sont bas parce que comment les chiffres n'arrivent pas tout de suite, entre guillemets, à l'analyse et en tout cas au collationnement des données, mais je peux vous certifier qu'ils sont toujours au même niveau et on pense qu'ils vont être en augmentation. Eh bien, depuis 1998, eh bien, on est revenu à bon an, mal an, une production de l'immédiate après-guerre en termes de volumisation de livres sur la guerre de 14. Donc vous voyez 4 phases avec un très très long désert, de 1939 à 1998. Et donc, en 1998, eh bien, ce phénomène éditorial sur la guerre de 14 eh bien, reprend naissance et nous ramène à l'entre-deux-guerres. Et c'est justement le cœur de notre intérêt aujourd'hui, c'est que la production testimoniale, c'est-à-dire le poids du témoignage combattant de toutes ces formes dans ce renouveau de la production littéraire, eh bien, est particulièrement important, ce que je vous propose de voir juste après.
Voilà la classification, en fait, du tableau que je vous ai montré juste avant, en classifiant tous les genres. Alors, je ne vais pas les reprendre chacun, vous pouvez y regarder, mais ça va en gros de la fiction jusqu'à la réalité, de l'analyse historique jusqu'à la philosophie, la religion, y compris la bande dessinée, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le volume de chacune des catégories du camembert en fonction de la production globale. Eh bien, on s'aperçoit que jusqu'à présent, donc en 2014, eh bien, les essais, les études, la prospective, les rapports, les analyses de la guerre de 14 restent une quasi-majorité, ou en tout cas s'approche complètement de la majorité des témoignages, des ouvrages publiés sur la guerre de 14. Et qui vient en deuxième position, et notamment dans cette quatrième phase de la production littéraire, eh bien, c'est le phénomène du témoignage, donc, que vous avez en haut à gauche de ce camembert. Rapprochons la loupe à notre cœur de sujet, et alors que nous y consacrons aujourd'hui, eh bien, ce sont la bibliographie maintenant de la production testimoniale, c'est-à-dire le témoignage, uniquement le témoignage, de 1914 à 2014. Donc, vous avez devant vous 100 années de production qui sont appliquées aux témoignages, qu'ils soient combattants ou non combattants, qu'ils soient des témoignages de militaires ou de civils, d'hommes politiques, de religieux, etc. Donc, toutes catégories confondues. Et immédiatement à la vision de ce graphique, vous voyez exactement ce qu'on a pu voir juste avant, c'est que nous avons, bon an mal an, mis à part quelques pointes, eh bien, très exactement la même prospective, la même projection que celle de la littérature générale. Sauf que les pics appliqués à la période dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la quatrième phase, celle de 1998 à aujourd'hui, eh bien, sont un tout petit peu plus forts, si on ramène les deux échelles, on verra tout à l'heure, sont un tout petit peu plus forts parce que justement, ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette masse générale de publications, eh bien, le témoignage combattant, là, pour le coup, rattrape le nombre d'essais et d'analyses qui ont été faits sur cette guerre et vient presque au même niveau. On a quasi 50-50 eh bien, de témoignages et d'analyses plutôt littéraires ou plutôt militaires de la guerre de 14. Voilà ce que ça donne maintenant en typologie. Alors là, c'est intéressant aussi parce que le témoignage, ça veut tout dire, mais qu'est-ce exactement qu'un témoignage? Le témoignage, en effet, se regroupe en différentes catégories. Ces catégories sont surtout terminologiques. De fait, ça change pas grand-chose a priori. Mais pour l'historien, l'a priori est toujours très important. Là, vous voyez un peu les différentes catégories qui peuvent être relevées et même leur volumisation. Et donc, en termes de langage, en éléments de langage, vous avez le cahier, le carnet ou les notes, qui sont généralement des documents bruts pris pendant le temps de l'action sous le feu ou dans le temps, en tout cas, chronologique de la période testimoniale. Les impressions, les réflexions, les récits qui peuvent être soit antérieurs à la période, soit généralement postérieurs. Le journal, qui lui, pour le coup, s'il est certifié, est absolument entrant dans la chronologie du témoignage, ils sont donc quasi tous faits de la guerre de 14, ou en tout cas contemporains à la Grande Guerre. La correspondance, là aussi, la plupart du temps, et même tout le temps, elle est vraiment intrinsèque au conflit. Et puis, les souvenirs et les mémoires, alors là, pour le coup, leur nom l'indique bien, si on parle de souvenirs, on en a quelques-uns qui sont contemporains au conflit, mais la plupart sont, bien entendu, postérieurs, et parfois même très postérieurs au conflit. Ça rentre, cette catégorie de souvenirs et de mémoires, rentre pour beaucoup dans la phase 1994-2014, tout simplement parce que les derniers poilus, ou en tout cas les archives qui ont été retrouvées par les enfants de ces poilus-là, quand le poilu a laissé ses archives, eh bien très souvent c'est des souvenirs écrits à la fin de la vie pour laisser sa trace dans l'histoire, et qu'elle soit publiée ou pas, les soldats sont revenus sur cette période. Donc ça forme un volume très important parce que justement on a cette prise de parole, c'est ce qui en fait reflète la conclusion de cette chose, c'est que les poilus ayant disparu massivement à la fin des années 80 et le dernier en 2005, Lazare Ponticelli, eh bien la mémoire écrite est venue se substituer à la mémoire orale qui disparaissait lentement. Les poilus eux-mêmes eh bien, ont devancé ce phénomène en couchant, comme c'était encore possible, leurs derniers souvenirs ou leurs dernières impressions avant la disparition, qui est aujourd'hui complète. Et puis, une catégorie de témoignage également, témoignage pur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas participé à l'événement, mais comme un journaliste qui en a vu
exactement le fonctionnement et qui est capable de le décrire. Dans le témoignage, on trouve en effet beaucoup de choses émanant d'hommes politiques ou de journalistes qui viennent amener leur vision d'un événement précis, qu'il soit global ou parcellaire. Alors, ce qui nous paraît intéressant, là je vais un petit peu plus entrer dans le détail par rapport aux catégories de témoignages, eh bien, c'est le statut du témoin. Pour nous, chercheurs sur le plan testimonial et donc anthropologique, le statut des témoins est particulièrement important, et vous le devinez bien, un soldat va témoigner différemment d'un civil, d'un prêtre, un religieux va témoigner différemment d'un instituteur, etc., etc. C'est donc que pour décrypter et bien décrypter le témoignage, il faut quand même avoir des outils, des clés de compréhension minima, et ces clés de compréhension, elles sont en partie données par le statut du témoin. À partir du moment où on sait qui a écrit, quand le témoignage est authentique, eh bien, on a déjà une idée de comment le classer, et peut-être aussi, alors là c'est toujours un petit peu en arrière-plan, une idée d'authenticité et de légitimité. Parce qu'en fait, la légitimité est importante. Quelqu'un qui va témoigner par procuration, rien qu'en écoutant les on-dit, ou comme Marcel Le Rouge, par exemple, qui est une adolescente qui écrit un journal de guerre, et quand on lit son journal de guerre, en fait, elle recopie ce qu'elle lit dans les journaux, et elle analyse un peu ce qu'elle lit dans les journaux. Ce sont des témoignages entièrement par procuration. Bien entendu, leur authenticité n'est pas en cause, mais l'intérêt de ce qu'on peut trouver à l'intérieur est tout à fait discutable. D'où le fait du statut des témoins. Et là, ce petit camembert très très simple, en fait, nous amène une vision de ce statut des témoins et nous ramène à l'histoire. Et là, ça nous ramène également à des pratiques éditoriales qui, là aussi, on pourra en parler un petit peu après, ont changé dans ces 4 phases, 1914, après-guerre, le Grand Désert et puis 98-2014. Eh bien, c'est qu'en effet, la majorité sur ce camembert de ce que vous avez en termes de statut, eh bien, c'est une inconnue. C'est les NI, les témoignages dont le statut des auteurs n'est pas identifié. Et en effet, pour ceux qui s'intéressent au témoignage, on s'aperçoit qu'énormément de publications et d'éditions ont été, mais mal présentées. C'est-à-dire, on ne sait pas qui il est. Parfois, on n'a même pas l'unité. Il faut gratter pour essayer de retrouver le parcours, etc., etc. On en reparlera pour le triptyque de présentation de 500 témoins. Eh bien, il est parfois particulièrement lacunaire d'arriver à, pas authentifier, mais à légitimer le témoignage par rapport à ce qu'il contient. Parce qu'on n'a pas le statut, on ne sait pas qui a témoigné. Par exemple, un ouvrage qui est tout à fait connu sur le salon, c'est le témoignage ou les auras de Barou, donc d'un dessinateur qui est très connu. Eh bien, moi j'ai un gros problème d'identification du témoignage, parce qu'il n'y a aucun élément sur le témoin, ce qu'il a vécu, est-ce que c'est un carnet de guerre exact ou est-ce que c'est un carnet de guerre qui a été inventé, et quelle unité, qui l'a écrit, etc., etc. Il n'y a aucune indication par rapport à ça. À ce stade, je voudrais juste poser une question. Quels sont les critères d'identification? Par exemple, est-ce que l'élément linguistique est le niveau de langue, la qualité de langue, etc., est un des éléments qui vous permettent d'identifier l'authenticité? Alors, c'est plutôt du contenu. C'est un des éléments, bien entendu, c'est un des éléments qui nous permettent de classer parfois en termes de régionalisme, par exemple, ça c'est tout à fait intéressant. Et finalement, en linguistique, on en a très très peu dans des langues régionales ou dans des langues vernaculaires, ça c'est tout à fait intéressant. On a quelques témoignages languedoc, par exemple, avec des patois, un peu en breton, mais là on voit du côté français, eh bien, tout l'intérêt de l'école de la République, où la plupart des témoignages sont quasi tous en français, à part quelques patois. Donc là, c'est un élément d'authenticité, mais pas d'authentification du témoin. Donc, vraiment, les premiers critères sont les statuts de militaire ou de civil. Dans les militaires, les statuts de civil sous l'uniforme et de militaire de carrière. Et puis après, les statuts professionnels. Parce qu'en effet, et on va le revoir avec 500 témoins, sur la première partie, donc quasi jusqu'en 1998, la plupart des témoins qui ont témoigné étaient des témoins qui étaient capables intellectuellement de témoigner. Parce que la prise de parole était directe. La prise de parole était directe, c'est-à-dire qu'un officier, un religieux, un prêtre ou
un prêtre dans la hiérarchie, des évêques, des gens comme ça, et bien entendu les instituteurs, les professeurs, les artistes, les littérateurs, bien entendu, donc déjà des écrivains, avaient déjà le statut intellectuel pour pouvoir témoigner. Et c'est eux qu'on a publiés en premier. Ceux qui étaient censés n'avoir pas le statut de pouvoir témoigner, pas la compétence, pas le savoir pour témoigner, eh bien, soit ont été mis de côté par les éditeurs, soit n'ont pas osé prendre la parole. Et même pas prendre la parole directement, jusqu'à la procuration de l'édition combattante, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit fait, soit par des descendants, soit par les éditeurs, qui, ayant trouvé les carnets bruts, eh bien, les ont publiés. C'est le cas, et là pour le coup, c'est pas un témoignage français, mais c'est un des meilleurs témoignages jamais parus sur la Grande Guerre, que certainement vous connaissez, c'est le cas de Dominique Richert, un soldat allemand dans l'Europe en guerre. Eh bien, c'est en effet, Dominique Richert, eh bien, n'a jamais publié son témoignage. Il a fallu qu'on trouve son carnet, qu'on voit l'intérêt considérable en termes testimonial de ses écrits pour les publier et en faire aujourd'hui un des meilleurs témoignages combattants allemands de la guerre de 14. Il est d'ailleurs présent dans le livre parce que, alors je ne vais pas redire, mais on a pris en compte que les témoignages français, sauf les Alsaciens-Lorrains qui combattaient sous l'armée allemande, mais qui sont redevenus français après la victoire. Ils étaient donc français, et donc ils ont été pris en compte. D'où la présence de plusieurs témoignages alsaciens, du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin, ou mosellans de Moselle, qui ont combattu dans l'autre armée, mais qui ont gardé un statut français, finalement, dans la littérature. Donc, voilà, ce statut est tout à fait important parce que ça nous permet de définir ces critères d'authenticité, ces critères de légitimité et de les classer immédiatement dans une case. Et cette case, c'est le statut de combattant, de non-combattant, le statut de personne civile en zone libre, et pour vous, en tout cas en Belgique, le statut très très intéressant et très important de la personne en zone occupée et de la vie en zone occupée. Donc ça aussi, c'est ce qui aujourd'hui intéresse énormément, y compris en France. Eh bien, on a de plus en plus, y compris dans ma maison d'édition, on a de plus en plus de témoignages de civils en zone occupée, parce que nous considérons aussi, on a notre libre arbitre en tant que chercheur et historien, nous considérons aussi qu'on n'a pas assez donné la parole à ces non-combattants. Et là aussi, on a une volumisation plus importante dans ces statuts. Eh bien, ce sont les statuts de non-combattants qui sont tout à fait importants et intéressants. Ça, c'est les 20 dernières années, en effet, qui nous amènent de plus en plus de ces témoignages. Voilà les deux tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, mis en perspective l'un à côté de l'autre. Eh bien, en haut à droite, eh bien, il s'agit des témoignages donc de la littérature testimoniale, et en bas sur toute la littérature. Vous voyez que les deux courbes se confondent à peu près, mais que la partie testimoniale sur la période 98 à aujourd'hui est un petit peu plus importante. Ça forme en fait cette masse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, une question que vous pourriez me poser, alors elle est là, voilà, pourquoi parle-t-on du témoignage? Pourquoi sur les gens qui ont vécu, souffert, subi la guerre de 14, pourquoi les institutons, comme dans d'autres matières, le statut de témoin? Généralement, ce statut de témoin, vous le connaissez, c'est un statut judiciaire, c'est un statut pénal presque. Et en effet, on peut tout à fait appliquer le terme de témoin à ces gens qui ont vécu cette gigantesque boucherie qui a été la guerre de 14, comme un crime de l'humanité, un crime contre l'humanité, et un crime en tout cas d'une guerre européenne, d'une guerre civile européenne, comme on l'a dit après-guerre, tout à fait mémorable. Eh bien ça, c'est Jean Norton Crue. Alors on parlait tout à l'heure en effet de la filiation de ce livre, c'est qu'en effet, 500 témoins de la Grande Guerre a déjà existé, ça s'appelait donc Témoins, tout simplement. Et le sous-titre est tout à fait intéressant, ça s'appelle « Essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants » édité en français de 1915 à 1928. Et en effet, Jean Norton Crue est le père de la méthode analytique du témoignage combattant. C'est lui qui a pris un corpus de 250 témoins, 250 livres publiés, enfin un petit peu plus, 320 livres publiés, pour 250 témoins, et qui a commencé à décrypter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quel était en effet le statut de la personne qui prenait la parole pour dire son expérience combattante, et lui il l'a fait, c'est la deuxième partie de ce sous-titre qui est important, c'est que lui fait un essai d'analyse, il met en place la méthodologie d'analytique testimoniale,
mais derrière, il met tout de suite après et de critique. Et là, en effet, c'est son but sous-entendu, mais très largement sous-entendu, parce que finalement, c'est ce qui va faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui dans cet ouvrage-là, eh bien, c'est sa partie critique. Il va s'ériger un peu en analyste critique, presque en censeur, de la littérature testimoniale, avec un message. Il veut discriminer le bon du mauvais témoin. Voilà, c'est son credo. Il veut, parce qu'il était combattant lui-même, il veut dire, voilà, celui-ci ou celle-ci, surtout celui-ci, a témoigné. Quelle était sa légitimité à le faire? On revient sur le terme de légitimité. Était-il un combattant? Si oui, a-t-il combattu ou a-t-il vécu ce qu'il a raconté? Et s'il ne l'a pas vécu, il a fait une fiction et le dit d'emblée, quel est le pourcentage de son vécu, de son expérience dans la fiction qu'il a mise en place, y compris des fictions très connues comme Le Feu de Barbus, comme Dorgelès, etc., etc. Et c'est là que Norton Crue s'est fait étrier, c'est parce qu'en effet, il a osé faire une classification et il a osé remettre en cause la légitimité documentaire et la légitimité, y compris rédactionnelle, eh bien, de prix Goncourt, comme Barbus, par exemple, assez mal classé. Par contre, il a été clairvoyant sur d'autres. Donc voilà un petit peu sa méthode à l'époque. C'est une véritable Bible quand on appréhende en effet ce témoin dans le sens anthropologique et dans le sens quasi sociologique. C'est une véritable Bible. Je vous ai mis en exergue les deux reparutions, les deux reprises qui ont été faites. Donc Témoin, celui du milieu qui a été publié en 98, et puis la dernière version de Témoin, avec une préface et une postface de Frédéric Rousseau, parce que Frédéric Rousseau a fait un état d'une controverse qui a été faite autour de Témoin, ce qui prouve encore que Jean Norton Crue est quelqu'un qui va prêter encore pendant des décennies matière à discussion, matière même à polémique, parce que certains historiens, je ne mets pas de guillemets, certains historiens ont trouvé du négationnisme chez Témoin. Avant la guerre de 14, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a réussi à trouver du négationnisme dans Témoin, parce que Norton Crue a été accusé de faire justement de l'hyper-réalisme, c'est-à-dire de sortir les éléments hyper-réalistes à des buts qui peuvent être éventuellement politiques, c'est-à-dire, pourquoi pas, pacifistes, ou l'inverse. Voilà, ou l'inverse, exactement. Et ça, cette polémique, eh bien, Frédéric Rousseau, qui est aussi du crime et tout à fait spécialiste du témoignage, eh bien, a un petit peu remis l'église au milieu du village, en disant, voilà, il y a deux parties chez Norton Crue, et ces deux parties-là ont été reprises dans 500 témoins. Il y a une partie analytique, qui là pour le coup est scientifique et tout à fait intéressante, en plus c'est lui qui a mis la méthodologie en place, donc c'est parfait. Et puis il y a la partie analytique, et cette partie analytique aujourd'hui, elle n'a plus spécialement raison d'être, parce que chacun des lecteurs, chacun d'entre vous et d'entre nous, est capable aujourd'hui de se faire une opinion, au moins une opinion première sur la qualité de ce qu'on lit. Mais quelle qualité? Est-ce que c'est une qualité purement littéraire? Est-ce que c'est une qualité documentaire? Est-ce que c'est une qualité analytique, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais lu ça? Et ça arrive encore aujourd'hui de lire des témoignages dans des catégories socio-professionnelles ou dans des typologies ou des périodes de front qu'on n'a jamais lues, donc c'est tout à fait intéressant. Mais voilà, la partie critique aujourd'hui n'a pour nous plus raison d'être, parce que chacun est en droit et on n'a plus de chance encore plus, on essaie de le voir, chacun est en droit de se forger sa propre opinion. Ce que nous fournissons avec le nouveau témoignage, le nouveau témoin, c'est les clés de compréhension. Parce qu'en effet, c'est pas parce qu'on a son libre arbitre qu'on est apte quand même à comprendre dans le détail toute la portée du témoignage et de ce qu'il peut contenir. Donc, voilà, on a dépoussiéré la méthodologie Norton Crue pour ne garder que la partie analytique, et là, pour le coup, la décrypter beaucoup plus avant. Voilà donc la nouvelle méthodologie, entre guillemets, qui a été mise en place. Et donc cette méthodologie, elle est triptyque et elle est relativement basique, finalement. La première partie de la notice critique de chaque livre, eh bien, c'est de parler justement du statut du témoin. Nous avons été rechercher qui était celui qui avait pris la parole. Que l'éditeur ou le descendant du témoin l'ait fait ou ne l'ait pas fait, on a vérifié systématiquement la véracité de sa position dans la Grande Guerre. Quelle position avait le témoin dans la période qu'il nous raconte. Donc ça nous a permis d'avoir un regard sur les statuts professionnels et puis sur les statuts de position
des deux côtés de la ligne de front, et puis de la position qui va du général et de l'homme politique et bien jusqu'à l'ouvrier ou au paysan, etc. Bref, de pouvoir remplir le prisme de la représentativité de l'échelle sociale de l'époque. On y reviendra. Voilà, on va y revenir, parce que ça a justement des apports. Alors, plusieurs apports. Le premier, c'est que nous étendons aussi énormément le corpus. Norton Creux, vous l'avez noté, je l'ai dit tout à l'heure, a fait 250 notices, on en a fait 500. On va voir combien il y en a en tout, combien il en est possible d'en faire en tout. Et puis, on a fait 405 notices pour 500 litres au moins. Donc, en gros, on a doublé le volume de Norton Creux à l'époque. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de le dire, on n'a pas pris les mêmes. Ça me paraissait évident. Ça me paraissait évident de le lire. Et donc, l'intérêt, c'était justement de pouvoir étendre le prisme. Et ça, c'était particulièrement intéressant parce que la lecture de Norton Creux va nous amener un tableau, je vais revenir dessus tout à l'heure. Voilà, je vais revenir directement sur celui-ci. La lecture de Norton Creux en 1929 est représentative de son époque. Comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, eh bien, vous avez la profession ou le statut du témoin dans la première partie. Donc en fait, la première partie du haut du tableau, eh bien, ce sont toutes les catégories sociales, entre guillemets, de classe relativement haute. Intellectuels, professeurs, clergé, profession libérale, patronat, cadre supérieur, militaire. On a, entre guillemets, la partie supérieure de l'échelle sociale de la nation française à l'époque. 1915-1929. Et là, en dessous, là, vous voyez qu'en tout, on a, et puis on a remis les étudiants, donc voilà, on a quand même un volume particulièrement important. On a remis juste à côté, eh bien, le témoignage 2013, date de parution de l'ouvrage, donc la colonne de droite, la colonne la plus à droite, où on a repris exactement les mêmes statuts qui ont été décelés dans les 500 témoins que nous avons pris, et là où nous arrivons à une conclusion particulièrement intéressante qui n'a pas pu avoir lieu du temps de Norton Creux, eh bien c'est sur la partie inférieure du tableau, eh bien, les catégories dites populaires, cultivateurs, ouvriers, artisans, vous voyez le bureau, petits commerçants, instituteurs, même si instituteurs on peut éventuellement dans la sociologie de l'époque discuter sur ce propos, mais voilà, 50 notices, alors que Norton Creux en avait 0. Donc ce qu'il était important à faire aussi, et ça a d'ailleurs été souligné par la critique depuis la parution du livre en octobre, ça a été très largement souligné, c'est que nous avons donné la parole, nous avons montré que eh bien, les catégories populaires avaient aussi pris la parole pendant la guerre de 14. Et si je reviens au tableau d'avant, on s'aperçoit que cette prise de parole, eh bien, elle est quasi totalement faite depuis les 30 dernières années. Donc vous voyez que, voilà. Donc justement, je voulais vous demander sous quelle forme ces nouvelles catégories que vous avez mises en évidence ont pu s'exprimer, parce que est-ce qu'on trouve des choses qui ont déjà été écrites, comme vous le disiez, par des cultivateurs ou par d'autres personnes de cette catégorie sociale au moment du conflit, ou bien est-ce que c'est justement plutôt une manière de s'exprimer maintenant, a posteriori, avec peut-être une reconnaissance sociale qui est différente de l'époque? Alors, on a les deux, bien entendu, et c'est là qu'il est important de catégorier par rapport au témoignage lui-même, de savoir en effet si on a affaire à des impressions, des récits, ou si on a affaire à des carnets pris sous le feu, entre guillemets, c'est-à-dire des journaux de guerre, des carnets de guerre, des correspondances, parce que ces correspondances, ces journaux, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, sont quasi authentifiés de la période, elles sont brutes, parfois même un peu